Quand vous entendez le sujet qu'on développe depuis ce matin sur Harvard, les difficultés prochaines pour les étudiants étrangers, alors il y a un juge qui a bloqué pour l'instant la décision de Donald Trump, mais là, l'inquiétude est là. Est-ce que vous avez, vous, dans vos jeunes que vous suivez, des gens qui se disent « je devais aller à Harvard en septembre », finalement je ne sais pas. Alors pour l'instant, on n'a pas encore ce retour-là, mais on commence quand même à s'inquiéter, parce qu'effectivement, la mobilité internationale, c'est partie intégrante de la formation dans les grandes écoles. Et donc, du coup, effectivement, les mobilités pour le mois de septembre, elles sont prévues là aujourd'hui. Mais on n'a pas encore eu de retour négatif. Mais ça change quelque chose pour vous dans l'ensemble des cursus? C'est-à-dire que là, cette annonce de Donald Trump, elle a une résonance mondiale. Oui, bien qu'on envoie des étudiants partout dans le monde, les États-Unis, c'était déjà un endroit particulier parce que nous, on a l'habitude de faire des doubles diplômes, c'est-à-dire d'envoyer des étudiants et d'en recevoir. Les États-Unis, c'est pas un continent c'est pas un pays qui envoie les étudiants à l'extérieur parce que au niveau master, beaucoup d'étudiants sont en fait des étudiants étrangers qui sont venus étudier aux États-Unis. Donc c'est pas un pays avec lequel on a beaucoup d'accords d'échange. On en a quelques-uns et on a des étudiants qui veulent aller là-bas sans que ça soit un accord bilatéral. Donc c'est pas une masse importante de nos mobilités étudiantes. Donc c'est inquiétant, mais c'est pas une très grosse problématique pour nous. Bon, allez, on va revenir en France, Laurent Champenay. Vous partirez le 19 juin prochain. C'est la date de la fin de votre second mandat. Pourquoi vous n'avez pas souhaité rempiler? Alors, je quitte les fonctions de président. Ça fait 4 ans que j'étais président de la conférence des grandes écoles. J'étais vice-président avant, depuis 2018. Et puis, je vais rester impliqué. Alors, en fait, moi, je suis directeur général des arts et métiers, comme vous l'avez dit. J'ai un mandat qui se termine en février 2027. Donc, à ce moment-là, je ne serai plus directeur général des arts et métiers, je pourrais plus être du coup président de la conférence des grandes écoles. Et ça sera un moment un peu charnière parce que les conférences d'établissement de l'enseignement supérieur, comme beaucoup de monde, se préparent aux élections présidentielles et donc font des propositions aux candidats. Donc j'ai estimé que faire un changement de président quelques mois avant la présidentielle, c'était pas très judicieux. Et vous vous sacrifiez pour la cause alors? Non, je me sacrifie pas. J'ai déjà travaillé pendant 4 ans. Donc voilà, j'ai un vrai métier que celui de directeur général des arts et métiers. J'ai de quoi m'occuper. Ne vous inquiétez pas, je ne me sacrifie pas du tout. Il y a une réforme de l'enseignement supérieur qui est en cours. Philippe Baptiste la pousse. C'est important parce qu'aujourd'hui, il veut faire des cercles sur la manière dont on voit les écoles. Il y aura un cercle avec des établissements privés agréés et puis un autre cercle avec des établissements reconnus, publics et privés, d'intérêt général. Est-ce que vous comprenez la différence ? Oui, et j'admets que ça ne soit pas forcément bien compréhensible pour le grand public. Alors pour nous, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on voit que dans le paysage de l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a les établissements très anciens. Moi, mon école, elle a 250 ans d'histoire. Et puis, vous avez des structures qui apparaissent comme ça un petit peu du jour au lendemain, avec une qualité complètement incertaine. Donc, c'est utile d'essayer d'aider les familles à mieux comprendre dans quoi est-ce qu'ils vont mettre les pieds. Et effectivement, on se désespère de voir une certaine confusion entre des établissements publics ou les établissements d'intérêt généraux et les établissements qui ont des investisseurs et qui doivent remonter du cash à ces investisseurs-là. Et donc, du coup, qui doivent faire des économies sur la formation. Mais pardon, Laurent Champenay, est-ce qu'il faut forcément opposer les deux? Est-ce qu'il y a les bonnes écoles publiques qui sont parfois dans un état financier un peu compliqué et les méchantes écoles privées? Par exemple, où est-ce que vous placez HEC et le SCP, qui sont des écoles privées, mais qui sont aussi des écoles d'élite? Alors, tout à fait. Ces deux écoles font partie de la conférence des grandes écoles. C'est des écoles privées, mais qui sont d'intérêt général. Voilà. Nous, la distinction, on ne la fait pas forcément sur le modèle économique public-privé. On la fait surtout sur est-ce que quelqu'un, depuis l'extérieur, s'exprime sur la qualité des formations et puis de tout ce qui va autour des formations. Voilà. Et il se trouve que toutes ces écoles, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient d'intérêt général, elles ont des diplômes qui sont visés, qui sont gradés ou qui sont des diplômes d'État. Et donc, du coup, quelqu'un est venu voir dans les écoles qu'est-ce qu'on fait, quelle est la qualité. Et en dehors de ça, il y a des formations qui ne sont pas du tout auditées. Donc, on n'a aucun élément. Alors, comme vous l'avez dit, parmi celles-là, il y en a qui sont très bien. Et puis, il y en a, on ne sait pas. Voilà. Mais est-ce que l'intérêt général, ce n'est pas juste l'employabilité? C'est l'employabilité. En fait, c'est de mettre un score et de dire, là, vous êtes tant de pourcents trouvent un boulot dans les 3 mois où ils sortent de l'école. Alors, pas que. Parce qu'il faut quand même voir que là, je vais parler essentiellement de formation post-bac, on parle de formation de jeunes qui ont entre 18 et 20 ans quand ils rentrent dans nos écoles.
Effectivement, il faut former, trouver un métier, avoir des compétences professionnelles et s'insérer dans une entreprise, mais on forme aussi des citoyens quand on est une école publique ou quand on est une école d'intérêt général. Et former des citoyens, c'est quoi? C'est tout un environnement de formation qui va autour de cette formation qui amène des compétences professionnelles. Pour nous, c'est le vivre ensemble, la lutte contre le harcèlement, la discrimination. Ça doit faire partie de n'importe quel cursus au sein d'une école. Ça en fait partie, parce que ce qui fait le commun des grandes écoles dont vous avez rappelé le périmètre, c'est qu'on forme des cadres. Donc ce qu'on fait dans nos écoles en termes de vivre ensemble, ça va avoir un impact sur ce qui va se passer dans les entreprises. Je prends juste un exemple. Nous, on travaille beaucoup sur l'insertion des étudiants en situation de handicap. Certes, c'est pour former cela, mais c'est aussi pour que les autres, quand ils seront managers, puissent recruter des collaborateurs en situation de handicap. Donc tout cet environnement de formation qu'on met, qui a un certain coût, c'est celui sur lequel on va faire des économies si on veut être lucratif, il fait partie intégrante de notre projet de société qui est de former des jeunes citoyens qui feront l'avenir de la France, l'avenir de l'économie. Et c'est hyper important de voir que cet environnement-là est de qualité, en plus des compétences professionnelles qu'on apporte.